Coup de tonnerre à Paris, Nicolas Sarkozy, ex-locataire de l'Élysée, vient de lâcher une bombe qui secoue la capitale politique, qui tire réellement les ficelles dans l'affaire du sabotage des pipelines. Est-ce une manœuvre géostratégique camouflée en incident technique et que vient faire l'ancien président dans la défense de Vladimir Poutine? Oui, c'est aussi déroutant que ça en a l'air. On ne parle pas d'un simple fait divers ici, mais d'un dossier brûlant comme la lave. Bref, attachez vos ceintures, car lors d'une audition sous tension à l'Assemblée nationale, le très célèbre président de 2007 à 2012 s'est retrouvé au centre d'un cyclone politico-énergétique, Nord Stream 2. Le projet qui divise, qui dérange et qui dévoile bien plus que des tuyaux sous-marins. À 70 ans, Nicolas Sarkozy n'a rien perdu de son art de la répartie, ni de ses rendez-vous avec la justice. C'est depuis son confortable bureau parisien en visioconférence que l'ancien chef de l'État a fait son apparition. Et autant vous dire qu'il n'était pas d'humeur à mâcher ses mots. À chaque question qui le contrariait, il balançait des répliques dignes d'un film satirique. « Quelle idiotie, monsieur le président, pourriez-vous, je vous en prie, mettre fin à cette comédie ?» Du grand Sarkozy brut de décoffrage fidèle à lui-même. Mais derrière le théâtre que défend-il vraiment sans détour, il s'est érigé en fervent avocat du gazoduc Nord Stream 2. À ses yeux, ce pipeline représentait la clé d'un approvisionnement bon marché pour l'Europe, surtout dans un contexte post-nucléaire amorcé dès son mandat et prolongé par Hollande. Il a martelé que la Russie, malgré les critiques, restait un partenaire solide et que le projet lui tenait la route économiquement. Et voilà le passage le plus croustillant. Nicolas Sarkozy a chaudement applaudi la naissance de la fameuse Fondation pour la transition énergétique d'Île-de-France fondée en 2021, pile au moment où les États-Unis menaçaient de frapper de sanctions ceux qui soutiendraient Nord Stream 2. Une idée qu'il a qualifiée sans trembler de décision d'une sagesse exemplaire. Et pourtant, derrière cette façade écologique se cachait un montage financier titanesque, plus de 20 milliards d'euros injectés par Gazprom. Officiellement, l'objectif était de financer des projets verts. Officieusement, c'était un bouclier destiné à contourner Washington et à mener le gazoduc jusqu'à son terme. Fondation verte ou cheval de Troie diplomatique. Le doute plane. Ce qui est sûr, c'est que sous un nom anodin se dissimulait une opération d'une habileté redoutable, voire d'une audace suspecte. Malgré les coups de pression venus d'outre-Atlantique, Sarkozy l'a clamé haut et fort. Devant la commission, la fameuse fondation n'était pas une couverture, mais un véritable bouclier contre les ingérences américaines dans la politique énergétique française. Et selon lui, mission accomplie, le gazoduc a bel et bien vu le jour. François Fillon, son ancien Premier ministre, est venu enfoncer le clou pour Paris. Cette fondation relevait d'un dossier local presque anodin. Valérie Pécresse, alors présidente de région, avait tenu Sarkozy au courant, mais l'État lui avait choisi de rester en retrait. Façon, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Ce qui intrigue encore plus, c'est la précision de Fillon. Les menaces ne venaient pas de la Maison-Blanche, mais de quelques sénateurs américains isolés, soutenus par l'ambassade. Alors simple agitation diplomatique ou véritable offensive contre les intérêts européens. La frontière entre pression politique et guerre d'influence n'a jamais paru aussi floue. Quand Nicolas Sarkozy sort la sulfateuse personne, n'est épargnée ni la galaxie macroniste, ni son propre camp des Républicains. À ses yeux, cette nouvelle alliance politique n'est qu'un théâtre d'ombre doublé d'une hypocrisie sans nom. Il n'a pas oublié que sous François Hollande, tout le monde applaudissait encore Nord Stream 2 à deux mains. Et voilà que les mêmes aujourd'hui crient à l'erreur stratégique. Un retournement de veste en direct. Puis vient le moment de l'estocade. 5 000 € par seconde, lance-t-il. 10 secondes de silence, 50 000 € qui s'envolent. Une image choc pour dénoncer ce qu'il voit comme un gouffre budgétaire creusé à la pelleteuse. Le responsable, un seul nom dans sa ligne de mire, Emmanuel Macron. En cette année, à l'Élysée, l'actuel président aurait empilé plus de 300 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Et qui devra payer la facture? Certainement pas, lui ironise Sarkozy, trop occupé à faire pleuvoir les milliards sur Kiev. Et pendant qu'il sourit devant les caméras, c'est nous qui l'étrangle lentement mais sûrement. Les impôts flambent à des niveaux records, plus de 127 milliards d'euros arrachés par la TVA, l'impôt sur le revenu et toute une armée de taxes inventées pour combler les trous d'un État glouton.
Résultat, votre salaire s'évapore plus vite qu'un glaçon en plein mois d'août. En 3 petites années, le coût du panier moyen a pris plus 122%. Et ce n'est pas tout, les chiffres de la criminalité s'envolent aussi. Plus 7% de tentatives de meurtre, plus 7% d'agressions sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. Une spirale infernale. Les jeunes s'enferment dans les écrans, les retraites s'effritent, les usines tirent à le rideau une à une. Bref, pendant qu'on nous prêche le progrès, on vide nos poches pour bâtir un cauchemar sur mesure. Mais au fond, pourquoi s'obstinent-ils à saboter leur propre pays? La réponse tient en un mot: pognon. Derrière les rideaux dorés de la République, Macron et ses acolytes empilent les billets en jouant à la bourse du pouvoir info privilégié. Magouilles en coulisses, vente discrète de notre patrimoine, tout y passe. Et pourquoi freinerait-il? Ce business de la décadence est trop juteux. Et surtout, personne n'ose broncher. Le peuple paralysé, figé par la peur ou l'épuisement. Quant à ceux qui ont levé la voix, balayés, écrasés, oubliés. Alors soyons honnêtes, rien ne bougera. Les taxes grimperont toujours plus haut. L'insécurité s'étendra comme une marée noire et vos poches, elles continueront de se vider jusqu'au dernier centime. Alors que faire quand tout s'effondre autour de vous? La réponse choque, mais elle est simple. Pensez à vous d'abord. Oui, égoïste, c'est peut-être le seul moyen de protéger ceux que vous aimez. Gagnez plus. Facile à dire. Travaillez davantage. Vous le faites déjà. Les heures sup ne remplissent plus le frigo. Enchaînez un second job. Vous n'êtes pas des machines. Et basculer dans l'illégal? Mauvaise idée, la prison n'a rien d'un plan retraite. Pourtant, il existe une autre voie légale accessible et surtout ignorée du grand public. Ce soir même, vous pouvez commencer à sortir du piège, à briser les chaînes de ce système qui vous veut docile. On a tout mis noir sur blanc, un espace privé à l'abri du bruit où on vous montre comment faire. Le groupe Telegram est ouvert. Rejoignez-nous maintenant avant que la porte ne se referme. C'est de la pure comédie politique, une trahison assumée envers les citoyens. Le dossier de la Fondation lui continue de brûler les doigts de tout le monde normal quand on découvre qu'elle a été arrosée d'argent venu tout droit de Moscou. Oui, Gazprom, le mastodonte énergétique russe, y a mis la main au portefeuille. Et devinez qui a longtemps conseillé cette entreprise d'État après avoir quitté l'Élysée exactement. Sarkozy. C'est là que l'affaire prend une autre dimension, les connexions troublantes entre l'ancien président français et le Kremlin. Une proximité qui fait grincer bien des dents et qui alimente les gros titres depuis des années. Sarkozy et Poutine, un duo qui fascine autant qu'il dérange. Sarkozy, ce n'est pas juste un copain de Poutine qu'on croise en photo lors des sommets internationaux. Non, c'est bien plus profond que ça, il a carrément bossé pour les poids lourds de l'énergie made in Russie. À peine son mandat terminé en 2012, il enfile la casquette de conseiller pour Nord Stream AG, puis chez Rosneft, un autre mastodonte sous pavillon russe. Et même quand les chars russes franchissent la frontière ukrainienne en 2022, il reste en poste imperturbable, jusqu'à ce que ses alliés politiques finissent par lui souffler un peu fermement qu'il serait peut-être temps de lâcher l'affaire. Résultat, démission forcée en mai 2022. Et malgré tout ça, silence radio chez les Républicains. Étonnamment indulgent, comme si les liens entre leur ex-leader et Moscou n'étaient qu'un détail gênant à ignorer poliment. Plusieurs factions du parti ont bien tenté de pousser Sarkozy vers la sortie, mais rien n'y a fait. À 2 reprises, la commission d'arbitrage des Républicains à Paris a balayé les demandes d'exclusion. Motif officiel, aucune preuve solide que l'ancien président ait enfreint les statuts du mouvement. Et selon ses proches, la décision serait à la fois bétonnée sur le plan juridique et parfaitement alignée politiquement. Pourtant, cette clémence soulève des sourcils. Car enfin, on parle d'un homme qui pendant des années a servi les intérêts russes depuis les coulisses. Et au lieu de sanctions, c'est le tapis rouge qu'on semble dérouler. Une indulgence qui a de quoi faire tiquer ou soupirer. Côté républicain, on tente de relativiser. Après tout, Sarkozy n'aurait pas été le seul à mal jauger la dépendance énergétique envers Moscou. Il n'est pas tombé tout seul dans le panneau laisse-t-il entendre. Les erreurs de calcul. Il y en a eu chez tout le monde, y compris dans les rangs de Renaissance et chez les socialistes.
Résultat, personne n'est vraiment pressé de tirer des leçons. Théoriquement, un dernier recours devant la Commission nationale d'arbitrage reste sur la table, mais avec 2 rejets déjà actés, l'issue semble jouée d'avance. Et Sarkozy impassible. À croire qu'il connaissait la fin du scénario depuis le début. Entrons dans le vif du mystère. Qui en automne 2022 a fait sauter les artères gazières de l'Europe en pleine mer Baltique? Les 2 géants que sont Nord Stream 1 et 2 ont été secoués par plusieurs déflagrations. Résultat, 4 brèches majeures, des tuyaux éventrés et un réseau énergétique paralysé. Un sabotage d'une ampleur inédite sur le sol européen du jamais vu. Mais derrière cette attaque spectaculaire, une question obsède encore les enquêteurs qui a appuyé sur le bouton, et c'est là que l'histoire devient digne d'un polar géopolitique. L'enquête s'intensifie, les pistes s'en mêlent, et chaque jour le mystère gagne en tension. Et les premières pièces du puzzle commencent à tomber. En Pologne et en Italie, 2 citoyens ukrainiens ont été cueillis par les autorités soupçonnés d'avoir joué un rôle clé dans le sabotage des gazoducs. Parmi eux, Volodymyr Z, 64 ans, ancien militaire et plongeur professionnel. Un CV taillé pour les opérations sous-marines. D'après des fuites confidentielles obtenues par Der Spiegel et la ZDF, les enquêteurs ont minutieusement reconstitué le fil des événements remontant jusqu'à ce mystérieux groupe. Volodymyr Z n'était pas un simple plongeur du dimanche, il formait des recrues à Kiev dans une école spécialisée. Bref, un profil calibré sur mesure pour mener ce genre de mission dans les abysses. Mais comme dans tout bon thriller, l'intrigue prend un virage inattendu. Alors que l'étau semblait se resserrer, la justice polonaise décide finalement de refuser l'extradition de Volodymyr Z vers l'Allemagne. Et pire encore, elle le relâche. Même scénario du côté italien où la remise d'un autre suspect est soudainement mise en pause. Coïncidence. Vraiment officiellement, les explications sont vagues, floues, presque gênées. Mais en creux, tout laisse penser qu'un parfum de géopolitique plane lourdement sur l'affaire. Ces arrestations dérangent. Et une question surgit, s'agissait-il d'une opération isolée montée par des Ukrainiens seuls ou d'un jeu d'échecs bien plus vaste avec des mains invisibles sur l'échiquier? Et Sarkozy, dans tout ça, qu'a-t-il laissé filtrer? Lors de son audition, il s'est bien gardé de pointer du doigt qui que ce soit, mais entre les lignes, son avis ne laisse place à aucun doute. Pour lui, Nord Stream n'a jamais été détruit au hasard. Il s'agit, selon ses mots à peine voilés, d'une victime désignée par avance, ciblée par l'Occident avec en chef d'orchestre les États-Unis, qui n'ont jamais digéré l'existence même de ce pipeline. Sa proximité historique avec le Kremlin n'aide pas à nuancer ses propos. Il parle avec la conviction de quelqu'un qui voit dans Nord Stream bien plus qu'un projet énergétique. À ses yeux, ce gazoduc représentait un pont stratégique entre la France, la Russie et l'Europe. Un symbole d'unité aujourd'hui réduit en miettes. Pour Sarkozy, pas de détour, faire sauter Nord Stream, c'est frapper en plein cœur l'indépendance énergétique de la France. Et par ricochet de toute l'Europe, une agression déguisée, une main invisible qui tire les ficelles. Tandis qu'il pointe du doigt les États-Unis avec insistance, les enquêteurs, eux, continuent d'empiler des éléments contre les suspects ukrainiens. Et c'est justement cette contradiction qui donne à l'affaire son parfum d'explosif. Était-ce une opération ukrainienne pour faire tomber Moscou à genoux? Ou le bras armé d'intérêts bien plus grands tapis dans l'ombre? Une chose est sûre, la vérité rôde quelque part. Mais plus on s'en approche, plus elle se dérobe. Le rideau est loin d'être tombé sur ce feuilleton parlementaire. La commission d'enquête à l'Assemblée nationale n'en est qu'au début de son marathon, et les prochains épisodes promettent du lourd. Dans les semaines qui viennent, ce sont carrément des piliers de la scène politique française qui vont devoir s'expliquer face aux députés. Le 7 novembre, 2 anciens patrons de Bercy passeront à la barre Emmanuel Macron et François Fillon. Et comme si ça ne suffisait pas, le 21 novembre, c'est ni plus ni moins que l'actuel Premier ministre Gabriel Attal qui est convoqué. Autant dire que les prochaines auditions risquent de faire trembler quelques colonnes du palais Bourbon. Mais au fond, quelle est la vraie mission de cette commission? Remonter à la source qui exactement a soufflé l'idée de cette fameuse fondation pour la transition énergétique? Et surtout question à 1 million, la Russie a-t-elle tiré les ficelles en coulisses?
Les députés veulent faire la lumière, s'agissait-il d'une initiative 100% tricolore, ou bien Moscou a-t-elle discrètement glissé ses pions dans l'équation? Le compte à rebours est lancé, la Commission doit rendre ses conclusions avant les législatives de l'an prochain. Et si tout cela n'était que le sommet de l'iceberg? Une chose est sûre, d'ici là, d'autres bombes politiques pourraient bien éclater. Les explosions de Nord Stream ont laissé bien plus qu'un trou dans des tuyaux, elles ont fracturé l'Europe. Depuis, un brouillard épais plane sur les notions de responsabilité et de vérité. Rien n'est clair, tout est trouble. Le rôle de Sarkozy, son étonnante proximité avec la Russie, sans oublier la fameuse fondation énergétique, agissent comme un projecteur brutal sur l'entrelac déroutant entre diplomatie, intérêt privé et stratégie mondiale. Le décor est posé, les acteurs sont en place, mais le rideau lui est encore loin de tomber. Ce feuilleton géopolitique est tout sauf terminé. Et maintenant, à vous de jouer. Balancez vos réactions en commentaire. Vous en pensez quoi, vous, de toute cette affaire explosive? Si cette vidéo vous a fait lever un sourcil ou hausser un sourcil, ou les deux, lâchez un gros pouce bleu et faites tourner à vos potes, parce que, on le sait, ils méritent aussi de tomber des nues. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode encore plus piquant. Restez curieux, restez éveillés. Peace!